Bonjour à tous et bienvenue dans votre dimanche en politique consacré aux universités sous haute tension, bloquées ou perturbées partout en France et en particulier à Montpellier où les étudiants réclament toujours le retrait de la loi Vidal. Au cœur de la contestation, cette loi réformant l'accès à l'université qui déchaîne les passions et qui fait l'objet d'avis diamétralement opposés. Sélection à l'entrée ou amélioration d'un système défaillant? Eh bien, nous ouvrons le débat avec tout d'abord Philippe Auger. Bonjour. Vous êtes le président de l'Université de Montpellier. Cette problématique, vous la connaissez par cœur parce qu'avant d'être président de l'université, vous étiez également directeur du service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Est-ce qu'il faut parler à la rentrée de sélection à l'université ? Non, je pense qu'il ne faut absolument pas parler de sélection à l'université. En revanche, il faut parler effectivement d'amélioration d'un système d'accès à l'université. Je l'ai déjà dit, le système précédent était un système qui, à mon sens, et au sens de la majorité des présidents, était un système injuste et même stupide. Puisque, on le voit bien, les étudiants s'inscrivaient sur une plateforme, tirage au sort lorsqu'il y avait des filières en tension, et sans se soucier des motivations des étudiants, des futurs étudiants, eh bien on était admis dans telle filière ou au contraire on était refusé. Et je pense que le point, donc déjà de cette nouvelle loi, la loi Vidal, eh bien est de supprimer le tirage au sort. Premier élément. Deuxième élément, c'est en amont, et ça se mettra en œuvre progressivement, c'est l'orientation. L'orientation avant de venir à l'université, l'orientation au niveau des lycées, et puis également, un autre point de la loi, c'est que les étudiants qui viennent à l'université, certains vont rentrer dans des cursus classiques, mais il y a également ce que l'on va accepter avec oui, si, le si étant donc des dispositifs d'amélioration, dispositifs de mise à niveau, et éventuellement soit une année préparatoire, soit des modules complémentaires. Donc on ne peut pas dire finalement que cette loi est une loi de sélection, c'est une loi d'amélioration des conditions d'accès et de réussite à l'université. Parce que la réussite, elle n'est peut-être pas mise assez en avant. Aujourd'hui, on ne le sait pas trop, mais à l'université, vous avez que 28% des étudiants qui rentrent en L1 qui auront leur licence en 3 ans. 41% qui auront leur licence en 4 ans. Et le reste? Eh bien, le reste, il faut trouver des solutions pour que le plus possible réussissent ou également que le plus possible puissent s'orienter vers des filières qui correspondent à leurs attentes ou qui correspondent aussi à des cursus antérieurs qu'ils ont pu avoir. Alors avant de débattre des modalités et des effets attendus de cette loi Vidal, je vous propose un petit rappel des faits puisque ça fait 2 mois maintenant que la grogne, la contestation s'exprime à Montpellier. En première ligne, l'université Paul Valéry au nord de Montpellier, bloquée donc depuis 2 mois, un printemps marqué par des troubles et des incidents. Fin mars, ce sont des étudiants grévistes qui sont violemment expulsés de la fac de droit par des hommes cagoulés. La gravité des faits débouche sur la mise en examen du doyen et d'un professeur. Mi-avril, des opposants sabotent les serveurs informatiques pour empêcher la tenue des examens à Paul Valéry. Mais je vous propose de revenir au premier acte de la contestation, le 1er février, la première journée de mobilisation nationale à Montpellier. Un cortège avait défilé jusqu'au rectorat. Dans le cortège, des lycéens, des étudiants et des enseignants en colère contre l'ensemble des réformes de l'éducation nationale lancées ou prévues par le gouvernement. Cette étudiante en biologie à Montpellier, future enseignante, s'inquiète de la réforme du bac. Je prépare mon CAPAS d'SVT et avec la nouvelle réforme du lycée, en fait, les sciences vont être supprimées. Enfin, on n'aura plus du tout notre place, quoi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. L'appel à manifester est national. Seuls les plus politisés des 110 000 étudiants de l'Académie de Montpellier ont battu le pavé. Avec ses camarades, Marie a créé une section syndicale dans son lycée. Pour eux, le tout nouveau Parcoursup, qui recueille les vœux des futurs bacheliers, est une façon détournée d'installer la sélection à l'université. Une sélection à la fac, c'est pas possible parce que le lycée et la fac, déjà, c'est totalement différent. Ils peuvent pas être jugés par rapport à nos dossiers. Et puis même, ils n'ont pas le droit de nous imposer notre avenir. C'est à nous de le choisir, c'est à nous de dire ce qu'on veut et ils n'ont pas le droit. Des étudiants choisis sur dossier, des critères d'accès aux formations différents selon les universités, des remises à niveau obligatoires pour certains. Le plan étudiant, en discussion au Parlement, ne convainc pas non plus les enseignants. J'enseigne à la fac de sciences politiques, on a 100 places, 800 demandes par an. La vraie solution, c'est d'ouvrir des places pour que les étudiants puissent faire ce qu'ils veulent faire. Il y a, à mon avis, pas... Toutes les autres solutions sont des mauvaises solutions. Et de mon point de vue, celle qui est en train de choisir le gouvernement est une particulièrement mauvaise solution parce qu'elle repose sur un algorithme et sur des critères qui seront nécessairement mauvais.
Muriel Ressiguier, bonjour. Vous êtes députée de l'Hérault, France Insoumise. On vous a vu aux côtés des étudiants grévistes contre cette loi Vidal. Qu'est-ce que vous lui reprochez en particulier ? Je lui reproche d'introduire la sélection et surtout d'accentuer le côté aussi employabilité et marchandisation du savoir. C'est pas nouveau, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des réformes qui vont dans ce sens-là. On voit aussi la philosophie de la réforme du bac qui s'appliquera dans quelques années, qui est le contrôle continu. Et alors en plus de loin, on peut trouver ça super, on se dit c'est moins de boulot, le contrôle continu, mais derrière il y a pour moi quelque chose de grave, c'est la fin de l'école de la République. C'est-à-dire qu'avant il y avait une certaine égalité des chances. Alors évidemment, c'était plus ou moins difficile et ça l'est encore selon si vous avez déjà un appartement confortable où vous pouvez travailler, éventuellement des parents qui s'occupent aussi de vous, etc. Mais c'était possible. Moi, je fais partie des gens, s'il n'y avait pas eu cette école de la République et si mon bac avait été dévalorisé parce que j'étais d'un lycée populaire et encore pire, d'un collège encore plus populaire, j'aurais jamais pu aller en classe prépa et ma vie aurait pas évolué comme elle a évolué. Voilà. Donc je comprends que les gamins actuellement, que les étudiants, que les lycéens se posent des questions et se demandent qu'est-ce qui va se passer pour eux après. Et derrière ça, parce que moi j'ai assisté à plusieurs débats et plusieurs AG, c'est quand même assez conscientisé et assez politisé. C'est pas juste on veut pas passer les examens, etc. C'est quel avenir on a, dans quelle société on va vivre et quel rapport on va avoir les uns avec les autres. Est-ce que vraiment le savoir et l'école, ça doit servir à être employable, c'est-à-dire vous avez besoin de tel mot d'anglais économique et de tel logiciel pour travailler avec moi et le reste on s'en occupe pas. Moi par exemple j'ai fait du grec ancien, à quoi sert le grec ancien? Voilà, mais moi je faisais partie d'une génération où l'école, on apprenait à apprendre, ça m'a permis de changer plusieurs fois de métier, ça m'a permis quand je suis devenue députée aussi intellectuellement de pouvoir avaler des tas de choses que je ne connaissais pas et je trouve que c'est important de garder à l'esprit que l'école est là pour former des citoyens à part entière. Et si dans notre société, on enlève cette égalité des chances aux gens, il va leur rester que la désespérance, quoi. Et c'est dangereux. Charline Péculier, bonjour. Vous êtes étudiante à Paul Valéry en 3e année, en licence, en L3 comme on dit, en information communication. Et vous êtes la référente des jeunes avec Macron pour coordinatrice pour l'Occitanie. Vous pensez que ça va accentuer les inégalités ou au contraire améliorer le parcours des étudiants, cette nouvelle loi? Justement, ça va améliorer le parcours des étudiants, non seulement parce qu'on leur donne beaucoup plus d'informations lors de leur demande sur Parcoursup, qui remplace la plateforme APB, puisque donc vous avez plus d'informations sur les licences, sur ce qui est attendu, et ça va leur permettre de ne pas choisir les filières par défaut, STAPS, droit, médecine et psycho, que demandent 47% des étudiants quand même, des bacheliers. Et ça va permettre justement l'accompagnement également durant leur année de licence, s'ils ont des lacunes dans telle ou telle matière, pour qu'ils puissent réussir. Mais il y a eu un manque de pédagogie autour de la présentation de ces lois. Comment ça se fait qu'elle suscite un tel mouvement de contestation aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Nous, on a expliqué, on a été tracté, on a expliqué sur les réseaux sociaux, un peu partout en France. Même partout en France avec les jeunes avec Macron, d'une part, et puis le gouvernement a fait aussi son travail d'explication. Par contre, lors des assemblées générales auxquelles j'ai assisté pratiquement toutes, il y a beaucoup de désinformation, sachant que les bloqueurs donc bloquaient l'université pour emmener les étudiants en AG. Ça permettait donc d'avoir du monde, et le débat n'était absolument pas ouvert, et il y avait beaucoup de désinformation sur cette loi. Notamment, je peux vous citer augmentation des frais d'inscription à l'entrée à l'université, ce qui est totalement faux. Ce qui n'est pas possible de toute façon, c'est une des particularités de l'université. Je me tourne maintenant vers Anne Fraisse. Bonjour. Vous avez été pendant 8 ans la présidente de l'université Paul Valéry. Des mouvements de colère, vous en avez quand même essuyé un certain nombre, de la même ampleur ou moins important, parce que le problème était déjà présent à cette époque-là. Tout à fait, parce que je pense qu'on est dans la continuité de mesures qui ne passent pas bien à l'université. Alors vous parlez d'explications, je ne suis pas d'accord, je crois qu'on nous fait passer sous les quelques améliorations que peuvent apporter cette loi, quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce qu'effectivement, on vous dit on va mieux orienter les étudiants. Dans
Dans un premier temps, moi, je ne vois pas en quoi on nous demande de répondre oui, oui, si. Oui, si, qui va se transformer en non au bout du compte, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Dans certaines filières. Dans certaines filières, oui. Et oui, si, avec une remédiation pour laquelle on n'a pas les moyens. Donc, je ne vois pas le changement, sinon effectivement qu'il n'y aura pas de tirage au sort. Et là, je partage l'avis qui a été exprimé, que c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Vous dites non, il n'y a pas d'augmentation, il n'y aura pas d'augmentation des droits d'inscription. Pas cette année, c'est vrai. Mais n'empêche que cette loi est un pas vers la dénationalisation des diplômes, l'autonomie, au nom de l'autonomie des universités. Et là, je vous rejoins parfaitement, on va arriver vers une autonomie, une concurrence des universités. Et là, ce n'est qu'un premier pas. Quelque chose d'absurde, par exemple, dans cette loi, on nous dit, le tirage au sort ne s'appliquait que sur quelques filières extrêmement réduites. On va rappeler psychologie principalement. Voilà, chez nous, il y en avait 5. Il y a psychologie, infocommunication, AES, enfin un certain nombre de filières et psycho, enfin où il y a beaucoup d'étudiants. Or, on nous demande dans toutes les disciplines, non seulement de regarder les dossiers, y compris là où on va prendre tout le monde parce qu'il y a de la place, mais en plus de les classer. Alors, excusez-moi, si c'est pas une loi qui avance pas à pas. Alors c'est pas orienté, c'est classé selon vous? Pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est de classer tous les dossiers, y compris là où il n'y a absolument aucune pression, c'est-à-dire où on peut prendre tous les étudiants. Alors Philippe Auger, il y a une critique qui revient souvent également de la part des présidents d'université, ce sont les moyens mis à disposition des universités pour justement effectuer ce dont parlait Madame Fraisse, c'est-à-dire ces commissions qui vont examiner les candidatures et pouvoir répondre par oui ou oui si. Ça va demander, paraît-il, des moyens, ça va demander du temps, et ça les présidents d'université disent on n'en est pas capable aujourd'hui. Alors effectivement, nous avons signé ce matin même, ce jeudi matin, une tribune donc dans Le Monde aux 63 présidents d'université. Donc nous disons, pour faire simple, que cette réforme va dans le bon sens. Chacun est libre bien sûr de penser ce qu'il le souhaite, mais que cette réforme ne peut se faire qu'avec des moyens complémentaires. Les moyens complémentaires, aujourd'hui, c'est une première enveloppe, donc première somme annoncée par la ministre de 25 millions d'euros. La ministre a rajouté une seconde enveloppe, donc, de 10 millions d'euros. Ça fait 35 millions. 35 millions, il faut être clair, répartis entre plus de 70 universités, au regard du volume, donc, de dossiers que nous allons avoir à examiner, également, donc, de l'information qu'il va falloir faire, donc, dans les lycées. Est-ce que cette enveloppe, excusez-moi de vous interrompre, cette enveloppe, est-ce qu'elle était prévue dès le départ, ou est-ce que c'est les mouvements, la contestation qui a amené le gouvernement à prévoir plus d'argent? Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je ne sais pas trop. Il était prévu au départ 25 millions. La ministre, dès qu'elle a annoncé le projet de loi, la ministre a rajouté donc 10 millions, notamment donc pour les questions d'accompagnement, pour les oui-si, donc développer soit des modules de remise à niveau ou autre, et également pour l'examen des dossiers. Les deux éléments qui sont aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, les éléments les plus sensibles. Cela dit, 35 millions, c'est une somme. Rapporté au budget de la nation, c'est peu. Les finances publiques sont aujourd'hui aussi ce qu'elles sont. Je ne suis pas non plus ministre des Finances. Mais il est évident qu'on ne pourra pas faire une réforme d'envergure avec juste 35 millions. C'est un premier pas. Alors, si vous me permettez, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué. C'est la question de l'urgence. Beaucoup disent que cette réforme a été faite dans l'urgence. Et effectivement, on va avoir finalement, grosso modo, entre début avril jusqu'à donc 20 mai à peu près pour examiner donc l'ensemble des dossiers des futurs étudiants. Cela dit, cette critique de l'urgence, il faut également la resituer par rapport au calendrier universitaire, dans le sens où cette loi ne peut finalement entrer en vigueur que chaque année à une date précise, à la différence d'autres lois qui sont aussi discutées, critiquées, qui peuvent rentrer en vigueur n'importe quand. Donc si on voulait finalement stopper cette spirale de l'échec, j'évoquais tout à l'heure avec les pourcentages de réussite, mais finalement c'était soit le 1er septembre 2018, soit ça a repoussé d'un an. Donc la critique de l'urgence, je l'entends, mais néanmoins à vouloir faire un texte, eh bien il fallait le faire donc pour qu'il puisse produire le plus rapidement possible ses effets. Alors simplement aujourd'hui, c'est vrai, je ne le cache pas, la multiplicité des vœux qui vont être à examiner, puisque chaque étudiant
pourra faire donc 10 vœux non hiérarchisés, et le fait que chaque équipe pédagogique doive examiner l'ensemble des dossiers, comme l'a évoqué la présidente Freyss, il faut être très clair. Cela fait donc un engorgement dans la charge de travail des enseignants-chercheurs. Et dans une carrière des enseignants-chercheurs, il n'y a pas que la valorisation pécuniaire donc d'un travail supplémentaire qui est à prendre en compte. Donc il faudra voir aussi dans les établissements à plus long terme comment on peut valoriser soit donc dans le service de l'enseignement, soit éventuellement par la voie de promotion interne, comment on peut valoriser donc ceux qui vont s'impliquer dans cette mission donc d'orientation, accompagnement. Une mission nouvelle aussi pour nous. Alors Muriel Ressiguier, cette spirale de l'échec dont on parle, en fait, elle est liée à une sélection qui se fait, j'allais dire, entre guillemets, presque naturellement. Il y a ce chiffre quand même qui est impressionnant. Sur 10 étudiants inscrits en première année, 6 ne passeront pas en deuxième année. Sur les 6, il y en a 3 qui vont redoubler ou se réorienter et 3 qui vont abandonner. Ouais. Donc ça veut dire 30% des étudiants en première année ne passeront pas en deuxième année. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce constat-là ? En tout cas, pas sélectionner sauvagement et, à mon avis, pas accentuer la marchandisation et l'inégalité des diplômes. Il faut se poser la question de manière plus globale. Pourquoi des gens arrivent jusqu'au bac sans savoir après ce qu'ils vont faire ? D'abord parce que c'est un âge où c'est très compliqué de savoir ce qu'on va faire. Donc il faut déplacer le problème. En fait, il faut s'intéresser plutôt au secondaire plutôt qu'à l'université. Il faut s'intéresser à tout, mais il faut aussi beaucoup s'intéresser au secondaire qu'on a laissé tomber, le collège aussi. Et c'est la sélection naturelle, en fait, entre guillemets, qui s'opère là. Et souvent, en seconde, on sait déjà qui va abandonner parce qu'il ne sera pas aidé et qui ira jusqu'en terminale et après ira s'inscrire en fac. Moi, j'ai un souvenir de ces problématiques d'orientation quand j'étais au collège et au lycée, assez déstabilisant. C'était déstabilisant parce qu'on nous disait, quand on avait 13 ou 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et on n'en savait rien. Et on avait des conseillers d'orientation, souvent, qui ouvraient des bouquins, qui nous faisaient des tests. T'aimes le français, t'aimes l'anglais, tu pourras faire ça. Et on sortait. En fait, c'est vrai qu'on était mal informés. C'est vrai que c'est aussi un âge où on peut évoluer. Moi, j'ai plusieurs diplômes différents. J'ai repris les études plusieurs fois. Voilà. Donc, si on veut réfléchir à comment éviter l'échec scolaire, il faut réfléchir aussi, je pense aussi au lycée agricole, qui sont un peu aussi les parents pauvres, qui sont un peu laissés de côté. Donc voilà, quelle éducation on veut, de quoi on a besoin. Est-ce qu'il faut absolument avoir un bac plus 4 pour arriver à faire quelque chose ? Il y a des filières aussi qui longtemps ont été méprisées. Je pense à l'IUT, je pense au BTS, à des filières comme ça. Et c'est comment on accompagne et comment on fait grandir l'enfant jusqu'à l'âge adulte et comment on donne les moyens, parce qu'il faut donner des moyens. Parce que vous avez aussi beaucoup d'échecs, parce que quand vous travaillez à côté de vos études, moi j'ai commencé à travailler très jeune et c'est sûr qu'il y a des années que j'ai fait en 2 ans. Donc on a bien compris, c'est une université qui manque de moyens. Mais pas que les universités, les étudiants aussi beaucoup. Quand vous travaillez à côté de vos études, des fois vous avez un travail qui tombe pendant tel ou tel cours, et vous vous dites je me débrouillerai pour rattraper le cours parce qu'il faut manger. On a un exemple justement. Voilà. Muriel Ressiguier, on a un exemple qu'on va vous montrer. Anne Fraisse, vous vouliez intervenir. Oui, je pense que les chiffres que vous avez donnés en première année, qui sont effectivement ce qui est la grande question de l'université, c'est-à-dire l'échec des étudiants en première année, 60% grosso modo. C'est là que se fait la sélection, et c'est là que se fait la sélection par l'échec, ce qui est une très mauvaise chose. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur cette entrée en première année. Mais les chiffres que vous donnez masquent quand même une réalité de la différence des baccalauréats. C'est-à-dire que si vous prenez ces chiffres-là et que vous regardez les baccalauréats généraux et les baccalauréats soit techniques, soit encore plus les bacs pro, les professionnels, les chiffres sont extrêmement différents. Quand on prend les bacs professionnels, ce n'est pas 40% d'échecs, c'est 95-96% d'échecs. Moyenne, oui, non, mais justement, la moyenne cache le vrai problème. Et je pense que là où la loi, justement, ne va pas dans le bon sens, c'est de déléguer à l'université une sélection qui, à mon avis, devrait se faire à un niveau national et pas sous la forme d'une sélection, mais sous la forme de l'accompagnement de certains bacheliers qui actuellement
ne réussissent pas à l'université. Alors, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils ne peuvent pas réussir? En tout cas, il faut les accompagner et les laisser rentrer comme ça en première année, c'est totalement suicidaire. Alors, il y a l'entrée en première année et puis il y a la suite, il y a les études et c'est pas évident. Loin de l'idée reçue que les études, comme quoi les étudiants ont la belle vie. Eh bien non, étudier et décrocher un diplôme pour nombre d'inscrits à l'université est un parcours du combattant. Je vous propose de regarder le portrait de Mathilde, étudiante en master de psychologie. Mathilde est en 4e année de psychologie, mais elle s'était d'abord inscrite à la faculté de droit. Très vite, elle s'est rendue compte que ses difficultés financières l'empêcheraient de suivre cette filière. C'est vrai qu'en droit, l'emploi du temps est imposé. Et par exemple, il y a des créneaux que j'ai pas pu changer. Et du coup, je perdais des heures de boulot en fait pour vivre. Alors j'étais allée voir les personnes concernées par des changements d'emploi du temps. Et c'est vrai que en gros, on m'avait dit que si la faculté n'était pas ma priorité, je pouvais partir. Donc, je leur ai dit qu'en fait, je travaillais pour mes études, donc c'était ma priorité, mais que j'avais un boulot à côté. Et on m'a dit, y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas, et toi, t'en as pas, et tu feras avec. J'ai trouvé ça injuste, en fait. J'avais l'impression que j'y avais pas forcément ma place. Mathilde ne regrette pas sa réorientation en psychologie, mais mener de front court et travail alimentaire pèse toujours sur son quotidien. Non, des fois on souffle pas, puis en plus c'est des gros rythmes parce que c'est des journées qui commencent à 8h le matin à la fac, qui finissent selon le métier la nuit ou tard le soir, donc après il faut rentrer, faut se relever le matin. J'ai loupé des cours parce que j'étais trop fatiguée, parce que j'arrivais pas à me lever en fait le matin. Voilà, et des fois il faut encaisser le fait que quand la famille elle part quelque part, c'est sans toi. Que quand les amis ils font la fête un soir, toi tu travailles. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a des fois où franchement j'avais envie de tout lâcher en fait, parce que des fois c'est dur. On a juste envie d'arrêter, de mettre sur pause un petit moment. L'université sous haute tension. Charline Péculier, une question qui nous a été posée sur Facebook. Est-ce que cette nouvelle plateforme d'admission, Parcoursup, qui remplace l'APB, l'admission post-bac, est-ce qu'elle va résoudre les problèmes qui s'étaient avérés insolubles pour des milliers de jeunes bacheliers qui n'avaient donc pas d'inscription possible à l'université? Alors il y a deux choses. Donc dans Parcoursup, déjà, il n'y a pas la hiérarchisation des vœux. Parce que je peux vous donner mon exemple. Moi, j'avais demandé une licence information-communication et un BTS en vœu numéro 2. Et je ne savais pas décider entre l'un et l'autre. Et donc, le problème d'APB, c'est que quand vous avez votre vœu numéro 1 qui était accepté, tout le reste disparaissait. Donc, je n'ai jamais pu choisir entre l'un ou l'autre. Ce qui est bien avec Parcoursup, c'est qu'il y a 10 vœux non hiérarchisés. Donc, vous pouvez choisir entre ceux où vous avez été accepté. Voilà. D'autre part, sur le fait que oui, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas eu d'affectation durant l'année 2017. Là, ce qui permet à Parcoursup donc de pallier à ce problème, c'est tout simplement le fait qu'il y a une commission. Si jamais vous avez tous les vœux qui ne sont pas acceptés, il y a une commission qui va vous aider selon votre projet professionnel. Quand on parle de projet professionnel, c'est une motivation, c'est pas quelque chose de construit nécessairement. Et par contre, voilà, cette commission va vous aider à trouver votre voie et à trouver une orientation et une licence ou autre. Philippe Auger, ça va résoudre les problèmes? Je ne sais pas si ça va résoudre tous les problèmes. De toute façon, aujourd'hui, je dirais qu'on apprend en marchant, dans le sens où c'est la première année qu'il y a ce dispositif. Soyons clairs, là maintenant, donc les commissions doivent examiner donc les différents dossiers. Après, il y aura des retours. Et puis, donc, on le saura fin juin s'il y a des étudiants donc qui, parmi les 10 vœux qu'ils ont pu faire apparaître, ils n'en ont aucun de satisfait. Alors dans ce cas-là, comme vous, madame, vous l'avez évoqué, il y a donc effectivement une commission qui se réunira
étudiera avec le recteur, les chefs d'établissement, pour essayer de faire un petit peu du cousu humain, trouver des situations, des solutions plutôt, pour ces étudiants. Donc moi, je veux dire que tant qu'on n'a pas franchi la date donc de fin juin, on ne peut pas dire qu'il y aura des étudiants qui resteront sur le carreau dans l'académie de Montpellier, je précise. Je ne sais pas pour d'autres académies, notamment des académies parisiennes. En revanche, ce qu'il y a, et je veux insister là-dessus, parce qu'il y a finalement deux éléments qu'on peut préciser. La présidente Freyss évoquait tout à l'heure notamment le fait que le pourcentage de taux de réussite variait selon l'origine du baccalauréat. Et certains baccalauréats, eh bien, avaient taux de réussite proche de 0. Enfin, moi, je veux dire, on m'a fait passer donc quelques chiffres sans tout reprendre. Mais si je prends par exemple la fac de sciences, l'année dernière, sur 125 inscrits en bac techno, un seul a réussi sa première année. Donc ça montre bien. Et c'est peut-être des éléments de Parcoursup qui est quand même plus intéressant ou très intéressant, c'est que avec ce qu'on appelle derrière les attendus, enfin les attendus quel que soit finalement, ce que l'on appelle la qualification, c'est-à-dire que on va indiquer, ou la plateforme indique finalement, pour qu'un étudiant réussisse, eh bien quelles compétences il doit avoir, quel niveau déjà il doit finalement déployer ou avoir quand il rentre. Donc il y a quand même un élément d'information aussi au moment des choix qui me semble quelque chose de judicieux et de très, je dirais, ouvert ou du moins de très favorable donc aux étudiants. Il nous reste 1 minute de débat. Je voudrais peut-être, Muriel Bressillier, vous demandiez la parole tout à l'heure. Vous vouliez rajouter ? Non, juste pour dire que le Parcoursup, évidemment, qu'on sait qu'il y a des étudiants, enfin d'ailleurs qui ne pourront pas être étudiants, qui resteront sur le carreau. Ça, on le sait, même Madame Vidal a fini par le reconnaître. Et au-delà de ça, vous avez déjà l'inégalité même dans l'accès à Parcoursup, parce que vous avez des gens qui utiliseront et utilisent déjà, il y a déjà des services de boîte qui proposent aux parents et aux étudiants des lettres de motivation clés en main, etc. Et c'est toujours pareil, ça va creuser l'inégalité entre ceux qui ont un peu d'argent, ceux dont les parents s'occupent d'eux, qui vont soit les aider à faire les lettres, soit payer des gens pour les faire, et puis ceux qui ont personne, qui n'ont jamais écrit de lettre de motivation, etc. Donc bien sûr qu'il y a déjà une sélection qui s'effectue, et bien sûr, tout le monde le sait, il y a des étudiants qui resteront sur le carreau. Et ça ne résout pas le vrai problème. Comment on aide, l'étudiante le disait, quand on dort dans sa voiture, c'est pas son cas, mais c'est le cas d'étudiants. Et il faudra juger en septembre à la rentrée comment ça va donc être mis en place. On aura l'occasion, je l'espère, d'en reparler. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au revenu universel, une idée audacieuse ou utopique, en tout cas reprise par le département de l'Aude. Excellente journée sur France 3.